Je vais vous raconter le Thanksgiving qui a tout changé. Pas le genre de changement dont on rêve, le genre qui arrive quand on n'a plus rien à perdre, le genre qui fait qu'on se lève de table et qu'on ne revient plus jamais s'asseoir à la même place. J'avais 32 ans ce soir-là, ma mère en avait 64 et ma sœur, Sophie, 35, 3 femmes autour d'une dinde. Enfin, 3 femmes, 11 autres invités, beaucoup trop de vin et une vérité que je portais depuis des mois dans la poche de ma veste comme un couteau plié. Commençons par le début. Je m'appelle Camille. Je suis avocate. J'ai mis 8 ans à le devenir. 8 ans de faculté, de stages non payés, de nuits à réviser dans des appartements minuscules où le chauffage ne fonctionnait qu'à moitié, de repas sautés, de week-ends sacrifiés, de larmes dans les toilettes des palais de justice parce qu'un associé m'avait humilié devant des clients. 8 ans. Et j'y suis arrivé. Ma sœur Sophie, elle, a toujours eu un don particulier. Le don de faire croire aux gens qu'elle travaillait. Elle n'a jamais terminé son master. Elle a arrêté en 2e année en disant que l'université tuait sa créativité. Elle a ensuite passé 3 ans à se présenter comme consultante en développement personnel. Ce qui voulait dire qu'elle organisait des ateliers de pleine conscience dans le salon de notre mère pour des voisines qui n'avaient rien de mieux à faire un samedi matin. Puis elle a essayé de lancer une boutique en ligne de bijoux faits main, puis un blog de recettes véganes, puis une chaîne YouTube sur le développement personnel, puis un podcast, puis encore autre chose. Rien n'avait jamais fonctionné, et à chaque échec, notre mère était là, avec son chéquier, et son sourire, et sa façon de dire « Sophie est tellement créative, elle finira par trouver sa voie ». Moi j'avais trouvé la mienne, mais ce n'était pas créatif, c'était du travail, du vrai, du dur, du quotidien, et apparemment ça n'avait rien de romanesque. Nos parents avaient divorcé quand j'avais 11 ans, et Sophie 14. Mon père était parti s'installer dans le sud avec une femme plus jeune. On ne le voyait plus beaucoup. Ma mère avait géré seule, ou presque. Elle avait un travail dans l'administration municipale. Un salaire correct, une maison payée par la pension alimentaire et quelques économies héritées de sa propre mère. Elle s'en était sortie. Je le reconnais. Mais quelque chose s'était cassé en elle après le divorce. Quelque chose qui s'appelait l'équité. Sophie était l'aînée. Sophie lui ressemblait physiquement. Sophie était douce, expansive, elle riait fort et elle savait écouter les gens avec ce regard brillant qui faisait croire qu'elle comprenait tout. Ma mère l'adorait de cette façon un peu aveugle dont certaines mères adorent leur enfant préféré sans jamais se l'avouer vraiment. Moi j'étais la cadette, brune là où Sophie était blonde, réservée là où Sophie était solaire, studieuse là où Sophie était libre. Et quelque part dans l'esprit de ma mère, j'avais commis le crime impardonnable d'être différente, d'être autonome trop tôt, de ne pas avoir besoin d'elle de la même manière. Elle me le reprochait sans jamais le dire. Elle me le montrait autrement. Comme le jour de mes 20 ans, où elle avait organisé une fête pour Sophie le même week-end, oubliant apparemment que j'existais. Comme les Noëls, où Sophie recevait toujours un cadeau de plus, parce qu'elle avait eu une année difficile. Comme les dîners de famille où ma mère me coupait la parole pour se tourner vers Sophie avec un sourire complice dont j'étais systématiquement exclu. Des petites choses qui, additionnées sur 20 ans, finissent par peser très lourd. J'avais appris à faire semblant que ça n'existait pas, j'avais appris à sourire, à mâcher ma nourriture sans goût, à répondre bien merci à toutes les questions, à ne pas exister trop fort pour ne pas déranger. C'était mon mode de survie, jusqu'au Thanksgiving. Ce soir-là, il y avait 14 personnes à table. Ma mère avait invité sa sœur et son mari, 2 cousines éloignées que je connaissais à peine, des voisins qu'elle aimait bien, une collègue retraitée et son compagnon, et bien sûr Sophie avec son petit ami du moment, un prénommé Adrien qui souriait beaucoup et ne disait pas grand-chose. Et moi, seul, parce que j'avais rompu 2 mois plus tôt et que je n'avais pas encore rencontré quelqu'un. Ce détail aussi, ma mère le noterait. Elle le noterait dans le grand registre mental qu'elle tenait sur mes échecs supposés. La table était belle, ma mère savait recevoir. Nappe en lin blanc, bougies basses, dinde parfaitement dorée, odeur de thym et de romarin qui flottait dans toute la maison. Elle avait travaillé 2 jours pour ce repas. Je dois lui reconnaître ça aussi. Tout le monde parlait fort. Il y avait du vin rouge, du vin blanc, du cidre pour ceux qui ne buvaient pas d'alcool. La conversation allait dans tous les sens. Les cousines parlaient d'un voyage en Italie. Le voisin racontait une histoire sur sa gouttière. Adrien souriait, Sophie riait.
Et moi je mangeais ma dinde, tranquillement, silencieusement, en observant. C'est une chose que j'ai développée avec les années. L'observation. Dans mon métier, ça s'appelle lire une salle. Comprendre qui parle vraiment et qui joue un rôle. Comprendre où est la tension avant qu'elle explose. Comprendre ce que les gens ne disent pas. Et ce soir-là, j'observais ma mère. Elle était dans son élément. Debout, assise, debout encore. Servant à manger, remplissant les verres, lançant des apartés à droite à gauche. Elle aimait ça, les grandes tablées. Elle aimait être au centre. Elle aimait tenir le fil de la soirée. Vers 9h du soir, elle a levé son verre. Je voudrais dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Elle avait ce don aussi. Imposer le silence sans élever la voix. Je suis tellement heureuse de vous avoir tous ici ce soir. Cette maison a besoin d'être remplie. Elle a besoin de rire, de bruit, de chaleur. Elle a souri, ce sourire large qui plissait ses yeux. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir mes 2 filles avec moi. Elle nous a regardés tour à tour, d'abord moi, puis Sophie. Puis elle a dit la phrase. L'une de mes filles exerce le droit, tandis que l'autre en est réduite à la mendicité. Elle a éclaté de rire, un rire sonore, détendu, comme si c'était la blague la plus naturelle du monde. La table a ri avec elle. Pas tous, pas de la même manière. Certains ont ri franchement. D'autres ont eu ce petit rire poli qu'on sort quand on ne sait pas si on doit. Les cousines ont échangé un regard. Adrien a regardé Sophie avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer sur le moment. Sophie, elle, a rougi légèrement, mais elle a ri aussi, de ce rire qu'elle avait toujours quand notre mère la taquinait. Ce rire qui disait « Je joue le jeu, ne m'en veux pas ». Et moi j'ai posé ma fourchette, doucement, sans bruit, sur le bord de l'assiette. J'ai regardé ma mère, elle ne me regardait pas, elle avait déjà tourné la tête vers sa sœur pour dire autre chose, pour enchaîner sur autre chose, pour continuer sa performance de maîtresse de maison parfaite. J'ai respiré. Cette respiration que j'avais appris à faire dans les moments difficiles. Lente, profonde, depuis le bas du ventre, et j'ai attendu. Parce que j'avais quelque chose dans ma poche, et je savais que le moment n'était pas encore venu de le sortir. Laissez-moi vous expliquer comment j'en étais arrivé là. 4 mois avant ce Thanksgiving, mon téléphone avait sonné un jeudi soir à 22h. C'était mon père. Mon père qui ne m'appelait peut-être 3 fois par an. Camille, il faut que je te parle de quelque chose. Il avait une voix différente. Pas malade, pas en danger, mais différente. La voix de quelqu'un qui a gardé un secret longtemps et qui commence à trouver le poids trop lourd. Ton grand-père Fernand. Tu sais qu'il est mort il y a 8 ans. Oui, tu sais ce qu'il a laissé. Une maison et quelques économies. Tu me l'avais dit à l'époque. Silence. Camille, il a laissé plus que ça. Je me suis assise sur mon canapé. Combien plus ? Autre silence. Plus long, beaucoup plus. Un héritage conséquent. Des placements, une assurance vie et la vente d'un terrain agricole que personne dans la famille ne connaissait vraiment. Le total. Ta mère ne t'a jamais dit le total ? Non. Camille, je parle de quelque chose qui approche les 400 000 €. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille, sans rien dire pendant plusieurs secondes. 400 000 €. Et ta mère en a hérité la moitié. 200 000 €. Parce qu'elle était l'une des 2 enfants de Fernand. Je sais, et l'autre moitié est allée à mon oncle Gérard. Exact. Alors quel est le problème ? Long silence encore. Le problème, c'est ce que ta mère a fait de cette somme depuis 8 ans. J'ai parlé avec ton oncle Gérard la semaine dernière. On se parle encore, lui et moi, malgré tout. Et il m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Je n'ai rien dit. J'attendais. Il m'a dit que ta mère a donné, au fil des années, une somme très importante à Sophie. Des virements réguliers, des espèces parfois. Gérard le sait parce que la comptable de ta mère est une amie de sa femme, et que les gens parlent. Et la somme totale dont il parle, il a hésité. Il parle de plus de 120 000 €, Camille. 120 000 € donnés à Sophie en 8 ans, sans jamais te proposer un centime à toi. J'ai posé le téléphone sur le canapé. Je l'ai regardé comme s'il était un objet étranger. Puis je l'ai repris. Tu es sûr ? Non, je ne suis pas sûr. C'est une rumeur, une information de seconde main. Mais Gérard ne ment pas. Et il était troublé en me le disant. Il trouvait ça injuste. J'ai raccroché 20 minutes plus tard, après avoir remercié mon père, et j'ai passé 3 semaines à ne pas dormir. Ce n'était pas l'argent. Enfin si, c'était l'argent, mais ce n'était pas que ça. C'était la confirmation de ce que j'avais toujours su, sans jamais pouvoir le prouver. Ce sentiment que ma mère opérait une hiérarchie entre nous deux. Ce sentiment d'être la fille de service, celle qui se débrouille, celle dont on est fier mais qu'on n'aide jamais vraiment. J'avais payé mes études seul.
J'avais remboursé mon prêt étudiant seul. J'avais acheté mon appartement avec un apport que j'avais économisé pendant 5 ans sur mon salaire d'avocate débutante. Et pendant ce temps, Sophie recevait de l'argent. De l'argent pour ses projets ratés, de l'argent pour son loyer les mois où ça n'allait pas, de l'argent pour des voyages présentés comme des formations professionnelles en Thaïlande ou à Bali. De l'argent, toujours, sans jamais que ma mère ne m'en propose. Je suis avocate. Je sais ce que signifie une preuve. Je sais qu'une rumeur ne vaut rien. Alors j'ai commencé à chercher autrement. J'ai rappelé mon père. Je lui ai demandé s'il pouvait me mettre en contact avec oncle Gérard directement. Gérard était un homme pudique, pas du genre à se mêler des affaires des autres, mais il avait appelé mon père parce que quelque chose en lui ne supportait plus. Il était prêt à me parler. On s'est retrouvés dans un café un samedi matin d'octobre. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués. Je ne veux pas créer de problème dans ta famille. Je comprends, mais j'ai besoin de savoir. Ta mère et moi avons hérité ensemble. On s'est mis d'accord sur tout très vite. Pas de conflit, les choses se sont bien passées. Elle a pris sa part, je suis reparti avec la mienne. D'accord. La comptable dont ton père t'a parlé, elle s'appelle Martine. On la connaît depuis des années. Elle gère les comptes de toute la famille depuis longtemps. Elle gérait ceux de ton grand-père aussi. Et elle t'a dit quelque chose. Elle ne m'a rien dit directement. Mais sa femme, qui est amie avec la mienne depuis 30 ans, a laissé échapper des choses qui l'inquiétaient. Elle trouvait que ta mère prenait des décisions financières particulières. Des virements à Sophie. Il a baissé les yeux. Des virements réguliers, oui. Pas énormes individuellement, mais réguliers. Et sur 8 ans, ça monte vite. Tu as une idée du montant total. Il a soupiré. Martine a évoqué un chiffre à sa femme qu'il a répété à la mienne. 130 000. Peut-être 140. Elle n'était pas certaine. 140 000 euros. J'ai hoché la tête. J'ai bu mon café, j'ai remercié Gérard, et en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris ce que j'allais faire. Je n'allais pas confronter ma mère immédiatement. Pas sans plus d'éléments. Pas sans savoir ce que je voulais exactement obtenir. Je suis avocate. Je ne plaide jamais sans préparer mon dossier. J'ai passé les semaines suivantes à reconstituer ce que je pouvais. J'ai parlé à une amie de ma mère qui m'avait toujours bien aimée, une femme prénommée Hélène, 60 ans, discrète et bienveillante. Je l'ai invitée à déjeuner sous prétexte de prendre des nouvelles, et j'ai guidé la conversation. Hélène savait, pas tout, pas les chiffres, mais elle savait que ma mère aidait beaucoup Sophie. Elle l'avait dit une fois à ma mère que c'était peut-être injuste pour moi. Ma mère l'avait rabrouée. Elle m'a dit que toi tu n'avais pas besoin d'aide. Que tu te débrouillais bien, j'avais 32 ans, et je me débrouillais bien, comme si se débrouiller bien était une raison pour être exclu. J'ai aussi parlé à Sophie. Pas directement sur l'argent, juste des conversations ordinaires, les semaines qui ont précédé Thanksgiving. Elle m'a dit qu'elle envisageait de se lancer dans le coaching d'entreprise, que maman l'avait aidé à financer ça. C'est formidable, j'ai répondu. Ma voix était parfaitement neutre, parce que dans ma poche, ce soir de novembre, j'avais quelque chose. Pas la preuve absolue, pas un relevé bancaire, je n'avais pas accès à ça. Mais j'avais les captures d'écran d'une conversation que Sophie avait eue avec une amie commune et que cette amie m'avait montré, non pas pour me blesser, mais parce qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir. Dans cette conversation, Sophie remerciait sa mère pour un virement de 15 000 euros. Elle précisait que c'était, encore une fois, très généreux de sa part. Et elle ajoutait, mot pour mot, une phrase que j'avais lue et relue des dizaines de fois depuis. Heureusement que maman comprend ma situation. Camille ne lui demande jamais rien, du coup, maman a plus à me donner. C'est logique. C'est logique. C'est logique. J'avais lu ça. Et j'avais posé mon téléphone, et j'étais allé dans ma salle de bain, et j'avais fermé la porte, et j'avais regardé mon visage dans le miroir pendant plusieurs minutes. C'est logique. Comme si ne pas demander était une faute. Comme si être autonome signifiait qu'on méritait moins. Comme si ma discrétion et mon indépendance étaient des défauts qui justifiaient qu'on m'ignore. C'est logique. J'avais rangé ces captures d'écran dans mon téléphone, je les avais gardées. Je savais que je m'en servirais. Je ne savais pas encore quand ni comment. Et puis Thanksgiving était arrivé. Revenons à la table. Après la blague de ma mère, la soirée avait continué. Les conversations avaient repris. On avait débarrassé les assiettes de la dinde et sorti le dessert, une tarte aux noix de pécan et une mousse au chocolat. Ma mère versait du café. Adrien racontait quelque chose sur son travail. Les cousines parlaient d'une série qu'elles regardaient, et moi j'attendais. Je regardais ma mère se déplacer autour de la table.
Je la regardais se pencher vers Sophie pour lui murmurer quelque chose. Je regardais Sophie sourire. Je regardais cette dynamique que j'avais regardée toute ma vie sans jamais avoir les mots pour la nommer. Je la nommais maintenant. Vers 10h30, ma mère a de nouveau levé son verre. Je voulais ajouter quelque chose. Silence sur la table encore. Sophie, elle s'est tournée vers elle. Je suis tellement fier de toi. Tu traverses tellement de choses avec grâce. Tu ne te plains jamais. Tu continues d'avancer malgré les obstacles. Et je veux que tout le monde sache que je serai toujours là pour toi. Toujours. Elle a levé son verre encore plus haut. C'est là que j'ai parlé. Pas fort, pas avec tremblement dans la voix. Posément, clairement. Maman. Elle m'a regardé. Surprise. Je ne parlais jamais au milieu de ses discours. Combien d'argent as-tu donné à Sophie depuis la mort de grand-père Fernand ? Le silence a été immédiat, total, comme si quelqu'un avait coupé le son dans toute la maison. Ma mère a baissé son verre lentement. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus instinctif. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Camille, ce n'est pas... Je pose une question simple. C'est une question que je n'ai jamais posée. Jamais. En 32 ans, je ne t'ai jamais demandé de compte sur rien. Alors je te pose cette question ce soir, devant tout le monde, parce que je veux une réponse. Sophie avait cessé de sourire. Adrien regardait la nappe. Les cousines échangèrent des regards. La sœur de ma mère, tante Édith, avait posé sa tasse de café sur la table avec un bruit léger. Ma mère a dit, d'une voix plus basse maintenant, « Ce que je fais avec mon argent ne regarde que moi. » Peut-être, mais le fait de ne jamais m'en avoir proposé, ça me regarde. Tu n'en avais pas besoin, tu as toujours été très indépendante. Et là j'ai sorti mon téléphone. Je l'avais dans la poche droite de ma veste depuis le début de la soirée. Je l'ai déverrouillé. J'avais ouvert les captures d'écran avant de venir à table. Elles étaient là, prêtes. J'ai posé le téléphone face écran, visible au centre de la table. Pas pour que tout le monde lise, juste pour que ma mère voie, pour qu'elle comprenne que je n'étais pas en train de supposer que j'avais des éléments. Elle a regardé l'écran, quelque chose a changé dans ses yeux. Où tu as trouvé ça ? Ce n'était pas une question, c'était autre chose. Peu importe où je l'ai trouvé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Sophie a dit « Camille », d'une voix très douce. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait désamorcer quelque chose. Sophie. Je me suis tourné vers elle. Je ne t'en veux pas pour l'argent. Vraiment. Tu as accepté ce qu'on t'offrait, c'est humain. Mais j'ai lu ce que tu as dit à Nathalie. Et ça m'a blessé. Sophie a pâli légèrement. Elle savait quelle phrase. Elle savait exactement. C'est logique, j'ai dit. Doucement, en la regardant dans les yeux. Tu as dit que c'était logique. Que parce que je ne demandais jamais rien, maman avait plus à te donner. Comme si mon autonomie était une raison d'exister de façon transparente dans cette famille. Tante Édith a dit « Oh », tout bas. Ma mère a posé son verre. Je vais te demander de ne pas créer de scène. Je ne crée pas de scène, je pose des questions. Il y a une différence. J'ai passé 32 ans à ne pas créer de scène. Ce soir, j'ai décidé de poser des questions à la place. Pas devant tout le monde. Pourquoi pas ? Tu as bien fait ta blague devant tout le monde. Celle sur mes sœurs, l'avocate et la mendiante. Tout le monde a ri. C'était une bonne ambiance. Je peux poser mes questions dans la même bonne ambiance, non ? Il y a eu un moment de silence très long. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient nées stables sur la table. Mes mains ne tremblaient enfin pas. Ma mère a dit « Tu exagères l'importance de tout ça. 140 000 € sur 8 ans. Est-ce que c'est exagéré ?» Nouvelle vague de silence. Ce chiffre dans l'air. 140 000 €. Sophie a fermé les yeux une seconde. Tante Édith regardait sa sœur avec une expression que je ne savais pas interpréter. Ma mère a dit « Je ne t'ai rien donné parce que tu n'en avais pas besoin. Tu gagnais bien ta vie. Tu m'as jamais demandé si j'en avais besoin. Tu as présumé. Et même si je n'en avais pas besoin financièrement, la question n'est pas là. La question c'est l'équité. La question c'est le signal que tu m'as envoyé pendant des années sans t'en rendre compte peut-être. Ou en t'en rendant compte, je ne sais pas. Ma mère a serré la mâchoire. Je t'interdis de me faire la leçon devant mes invités. Je ne te fais pas la leçon, je témoigne. De ma propre expérience dans ma propre famille. Tante Édith a dit très calmement « Anne ». C'était le prénom de ma mère. Laisse-la parler. Ma mère a regardé sa sœur avec des yeux qui disaient clairement « Tu es en train de trahir le camp ». Mais Édith a soutenu son regard. Et ça m'a touché, profondément. Parce que je ne m'y attendais pas. J'ai continué. Ce que je veux te dire ce soir, maman, c'est pas que je veux de l'argent. Je ne veux pas de l'argent.
Ce que je veux te dire, c'est que j'ai passé 32 ans à croire que c'était normal d'être vu de cette façon dans notre famille. La fille qui se débrouille, la fille solide, la fille à qui on n'a pas besoin de prêter attention parce qu'elle ne demande rien. Et ce soir, quand tu as fait cette blague, j'ai réalisé quelque chose. Je me suis arrêté. J'ai pris une respiration. J'ai réalisé que tu ne le faisais pas avec méchanceté. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne réalises pas que cette dynamique existe. Tu ne réalises pas que Sophie et moi avons grandi dans deux versions différentes de la même famille. La version avec une mère présente et soutenant, et la version avec une mère qui supposait que tout allait bien et qui ne vérifiait pas. Sophie a dit « Camille », encore une fois, plus doucement encore. Je sais que toi, tu n'as pas demandé à être la préférée. Je ne t'accuse pas, vraiment. Je me suis tourné vers ma mère. Je t'accuse toi d'avoir établi un traitement inégal sans jamais te le demander, et je t'accuse de cette blague de ce soir. Parce que la blague de ce soir, elle résume tout. Tu vois Sophie comme quelqu'un qui a des difficultés et qui mérite de la tendresse. Et tu me vois comme quelqu'un qui réussit et qui peut se passer de tendresse. Et c'est faux. Aucun enfant ne peut se passer de la tendresse de sa mère. Ma voix s'est légèrement cassée sur le dernier mot. Juste légèrement. Je n'ai pas pleuré. Je n'allais pas pleurer. Ma mère non plus. Elle me regardait avec quelque chose qui évoluait lentement dans ses yeux. La défensive d'abord. Puis quelque chose de plus mou. Plus incertain, mais elle ne disait rien. C'est tante Edith qui a parlé. Anne, elle a raison. Ma mère a fermé les yeux. Edith, elle a raison, je le vois depuis des années. Je ne t'ai rien dit, parce que ce n'était pas mon rôle. Mais elle a raison. Long silence. Les invités ne savaient plus où regarder. La cousine qui revenait de l'Italie fixait son assiette vide. Le voisin avait posé ses deux mains à plat sur la table, comme pour se stabiliser. La collègue retraitée avait mis la main sur celle de son compagnon. Adrien regardait Sophie. Sophie regardait la nappe. Et moi je regardais ma mère. J'attendais. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. Je savais que ce quelque chose serait imparfait. Maladroit peut-être. Défensif, encore peut-être. Mais je voulais qu'elle parle. Elle a pris une grande inspiration. Je ne savais pas que tu ressentais ça. C'est le problème. Tu n'as pas cherché à savoir. Silence. Je ne t'ai pas mise de côté volontairement. Je sais, mais l'intention ne change pas le résultat. Elle a regardé ses mains sur la table, longtemps. Puis elle a dit, très bas, une chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais peur que tu n'aies pas besoin de moi. Je n'ai rien dit. Tu as toujours été si compétente, depuis petite. Tu gérais tout seul. Tu ne pleurais pas. Tu ne demandais pas. Et j'avais peur qu'en proposant quelque chose, tu me dises que non, que ça allait, que tu n'avais pas besoin. Alors j'ai cessé de proposer. J'ai réfléchi à cette phrase. Je l'ai prise, je l'ai retournée. Maman, le problème c'est pas que tu n'aies pas proposé. Le problème c'est que tu as proposé à Sophie. Et pas à moi. Tu vois la différence. Elle n'a rien dit. Si tu n'avais aidé personne, j'aurais compris. Mais tu as choisi. Tu as choisi à qui tu ouvrais les bras. Et ce choix m'a exclu pendant 20 ans. Tante Edith a essuyé quelque chose sous son œil. Je ne sais pas si c'était une larme, ou juste un geste nerveux. Sophie a dit « Je suis désolée, Camille ». Et sa voix sonnait juste. Pas de la culpabilité feinte, de la vraie honte tranquille. Je sais, je t'entends. J'ai repris mon téléphone sur la table. Je l'ai remis dans ma poche, je me suis levé. Je vais y aller. Ma mère a relevé la tête. Camille, ne pars pas comme ça. Je ne pars pas en colère. Je pars parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, et que maintenant j'ai besoin d'espace. J'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise. Je t'appelle dans quelques jours, maman. On se reparlera. Mais ce soir, je rentre chez moi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai dit bonsoir aux invités. J'ai embrassé tante Edith, qui m'a tenu un moment contre elle. Ses mains dans mon dos, ses mains qui sentaient le savon et la chaleur. J'ai serré la main d'Adrien, embrassé Sophie sur la joue, et je suis sorti. La porte d'entrée s'est fermée derrière moi avec un son parfaitement ordinaire. L'air dehors était froid, très froid. Le genre de froid de novembre qui entre dans les poumons et fait du bien parce qu'il est réel, immédiat, sans ambiguïté. Je suis resté 1 minute sur le perron, je n'ai pas pleuré. J'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai mis le contact et j'ai conduit. Dans le silence, sans musique, sans radio, juste le bruit du moteur et la route. Je pensais à cette phrase de ma mère. J'avais peur que tu n'aies pas besoin de moi. Ce n'était pas une excuse, mais c'était quelque chose. C'était la première fois qu'elle nommait sa propre peur. Et cette peur
même si elle ne justifiait rien, me disait que derrière les préférences et les injustices et les silences, il y avait peut-être autre chose, quelque chose de plus vieux, de plus abîmé, une mère qui avait peur d'être rejetée par l'enfant qui en avait le moins besoin d'elle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai noté. Ma mère a appelé le lendemain matin. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message. Une voix qui n'avait pas la même assurance que d'habitude. Une voix un peu plate, un peu creuse. Camille, je voulais te rappeler. Pour dire que je réfléchis à ce que tu m'as dit. Et je ne veux pas que tu te sentes, que tu te sois senti, je ne veux pas que tu aies souffert. Je ne savais pas. Elle s'était arrêtée. Rappelle-moi quand tu peux. J'avais écouté le message 3 fois. Je l'avais enregistré, pas pour l'utiliser contre elle, juste parce que c'était la première fois qu'elle disait « je ne savais pas » dans un sens qui ne cherchait pas à se défendre. Sophie a envoyé un message le même soir. « Je t'aime. » Et j'aurais dû voir ce que je ne voyais pas. Pardon. C'était court. C'était suffisant pour l'instant. J'ai mis 2 jours avant de rappeler ma mère. On a eu une conversation longue, difficile, des silences lourds, des faux départs. Elle a reconnu les virements à Sophie. Pas les montants exacts, mais elle a reconnu que oui, elle avait beaucoup aidé Sophie et pas moi. Je pensais que tu n'en voulais pas. Tu aurais pu vérifier. Oui, juste ça. Oui, c'était peu. C'était beaucoup en même temps. Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Pas ce jour-là, mais elle a dit « je vais réfléchir à comment réparer ça ». Je ne lui avais pas demandé de réparer. Je ne cherchais pas une transaction. Ce que je veux, c'est que tu saches. Et que tu le reconnaisses. Le reste, on verra. On a raccroché. Je veux vous dire quelque chose avant de finir. Je ne me suis pas levé de cette table de Thanksgiving en héroïne. Je me suis levé comme quelqu'un qui avait trop longtemps gardé quelque chose de lourd et qui l'avait finalement posé par terre. La libération dont on parle dans les films, elle n'est pas immédiate. Elle vient après, dans les jours qui suivent. Dans les nuits où on dort mieux parce qu'on a dit ce qui devait être dit. Dans les matins où on se regarde dans le miroir et on ne voit plus quelqu'un qui retient quelque chose. Ce qui a changé, c'est moi. Je ne suis plus la fille qui se tait pour préserver la paix. Je ne suis plus la fille qui mâche sa dinde en silence et rentre chez elle avec un nœud dans la gorge. Je suis la fille qui a posé la question, devant 14 personnes. Avec un verre de vin blanc devant elle et son téléphone dans la poche, avec une voix posée et des mains qui ne tremblaient pas. Ça ne change pas 20 ans, mais ça change la suite. Si vous avez une histoire qui ressemble à la mienne, je veux vous dire une chose. La table existe encore. Elle existe dans chaque famille. Cette table où on s'assoit depuis l'enfance et où les rôles sont distribués et où les dynamiques se rejouent à chaque repas comme si elles étaient gravées dans le bois. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer le même rôle pour toujours. Vous pouvez poser votre fourchette, vous pouvez poser la question, et vous pouvez vous lever. Pas avec drama, pas avec violence, juste avec vos mots, avec votre vérité, avec ce que vous portez dans la poche depuis trop longtemps. Et ça, personne ne peut vous le reprendre. Vous aurez dit ce qui devait être dit. Et c'est tout ce qui compte vraiment.